Lecture du cycle de conférences de Rudolf Steiner intitulé Âmes des peuples, la mission des âmes de quelques peuples dans ses rapports avec la mythologie germano-nordique. Bibliographie numéro 121, publiée en 1990 aux éditions Triade, traduction en français de l'allemand par Henriette Waddington et Gabriel Wagner. Le lecteur est Stéphane Le Joly. La compréhension de ce cycle de conférences présuppose que les auditeurs soient familiarisés avec les bases de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. 5e conférence, Christiana, Oslo, le 11 juin 1910. Il ressort de la conférence précédente qu'en tout état de cause, nous devons nécessairement être capables de nous élever au-dessus des impressions et des sentiments que provoquent facilement en chacun les faits faisant l'objet de cette étude, pour pouvoir les aborder sans parti pris. Ces faits vont être caractérisés objectivement. Tant qu'on est encore enclin, si peu que ce soit, à prendre de façon personnelle ce qui objectivement caractérise tel ou tel peuple, telle ou telle race, on parviendra difficilement à une libre compréhension des réalités qu'apporte précisément un cycle de conférences comme celui-ci. Voilà pourquoi il n'est guère possible de parler de ces choses sur un autre terrain que celui de la science de l'esprit. En effet, quoi qu'il faille s'entendre dire au sujet de telle ou telle ethnie, aussi touché qu'on puisse être dans ses émotions et sentiments du fait qu'on appartient à telle race et à tel peuple, la science de l'esprit vous donne ce qu'il faut pour remettre la balance en équilibre. C'est la doctrine, bien comprise, du karma et de la réincarnation. Par elle, le regard s'élargit, car dans la succession des époques, nous nous incarnons dans les races et les peuples les plus différents par le centre le plus intime de notre entité. Nous avons donc l'absolue certitude que, considérant ce centre de notre être, nous prendrons part avec lui non seulement aux lumières et peut-être aux ombres de toutes les races, de tous les peuples, mais encore que notre intérieur s'enrichira des apports successifs des bienfaits de toutes les races et ethnies dans lesquelles nous nous incarnons, tantôt ici, tantôt ailleurs. Les idées de karma et de réincarnation font que notre horizon s'élargit, que notre conscience s'étend. Elles seules nous apprennent à supporter ce qui, en notre temps, doit se dévoiler à notre regard spirituel et concerne les mystères de nos relations avec les races et ethnies. C'est justement pourquoi ces considérations, si elles sont correctement comprises, éviteront que nous regrettions de nous être incarnés dans tel peuple ou dans telle race. Il n'en reste pas moins que la description objective des caractères raciaux ou ethniques pourra faire naître des antagonismes et des désaccords aussi longtemps que les gens ne seront pas prêts intérieurement à l'accueillir. La science de l'esprit et le savoir touchant le karma et la réincarnation disent que tout peuple, fût-il le plus petit, doit apporter sa contribution à l'évolution générale de l'humanité. La chose importante, qui apparaîtra précisément dans la deuxième partie de ce cycle, c'est que tous les peuples, chacun selon sa mission, exercent ainsi leur influence et que certaines minorités, dispersés au sein de grands peuples, jouent leur rôle dans l'harmonie générale de l'évolution humaine. Mais ceci ne pourra se révéler que peu à peu à notre regard spirituel. Pour pouvoir pleinement comprendre ce qui caractérise les âmes des différents peuples, nous emprunterons nos exemples à un autre temps et à une autre civilisation que les nôtres. D'abord, parce qu'ils seront plus clairs pour nous. Et ensuite, parce que des caractères de peuples un peu éloignés de nous dans le temps nous permettront de mieux voir ce qu'il faut entendre en fin de compte par, entre guillemets,
caractère d'un peuple et, ouvrez les guillemets, mission d'un peuple. Ce qui a été dit jusqu'ici n'a en effet évoqué que d'une façon générale l'élément racial et ethnique. Nous avons vu dans les précédentes conférences que dans une race coopère, pourrait-on dire, un esprit normal et un esprit anormal de la forme, et qu'au sein d'un peuple doivent agir un esprit archangélique qui évolue normalement et un autre dont l'évolution est anormale. Cela nous a fait comprendre en quelque sorte comment les entités des hiérarchies supérieures que nous avons appris à connaître interviennent dans l'évolution. Demandons-nous maintenant comment les entités spirituelles d'un degré encore plus élevé agissent dans le domaine du concret. Il sera bon aujourd'hui de fonder notre étude sur des connaissances concernant les hiérarchies dont l'être humain, nous le savons, fait partie au niveau le plus bas. Souvenez-vous de ce qui a été dit. L'être humain se trouve à l'échelon inférieur, juste au-dessus des trois règnes de la nature, l'animal, le végétal, le minéral. Au-dessus de lui viennent les anges, archanges, esprits des origines ou archées. En partant de l'être humain, nous les désignons comme la première hiérarchie. La deuxième hiérarchie est la suivante. Premièrement, les esprits de la forme ou puissance. Deuxièmement, les esprits du mouvement ou vertu. Troisièmement, les esprits de la sagesse ou domination. Enfin, la plus haute des trois hiérarchies, en premier lieu les esprits de la volonté ou trône, en second lieu les chérubins et en troisième lieu les séraphins. Posons-nous à présent une question. Étant donné que toutes les entités spirituelles se manifestent d'une façon ou d'une autre, apparaissant en quelque endroit dans le domaine de la maya, de l'illusion, celui des sens, où pourrons-nous les trouver au niveau le plus bas de la manifestation, celui des apparences? Le seul domaine que connaisse ordinairement l'être humain lorsqu'il aborde la nature et l'esprit, c'est bien en effet uniquement le domaine de la maya, de l'illusion, soit l'expression la plus extérieure de ces entités spirituelles. Un exemple vous fera voir que l'être humain ne connaît de ces êtres, à proprement parler, que ce que leur manifestation a de plus extérieur. L'être humain marche par exemple sur le sol rocheux d'une contrée nordique. Il en dira que c'est une matière que le langage courant qualifie de compacte, de dure. C'est ainsi qu'il le voit, une dure formation minérale. Or, celui qui peut pénétrer dans l'essence des choses voit bien autrement cette matière rocheuse. Qu'est-ce donc en réalité ce sol sur lequel nous marchons et qui nous offre une résistance? Nous croyons qu'il y a là une chose qui n'y est pas en réalité. C'est une apparence trompeuse. La surface extérieure de notre Terre n'est pas autre chose qu'un leurre. La vérité, c'est que certaines forces agissent d'en bas, des forces qui émanent de certaines entités, et nous pouvons dire qu'une étendue de terre comme celle-là se présente d'abord comme une force sortant de la Terre pour aller dans tous les sens. Ces forces existent réellement et elles rayonnent dans toutes les directions de l'espace. S'il n'y avait que ces forces-là, il est vrai que l'être humain ne pourrait pas marcher sur la Terre. Car si elles étaient seules en cause, elles le projetteraient dans l'espace à une vitesse folle. Qu'il puisse se tenir debout sur un sol ferme, il le doit à ceci que, provenant de l'espace universel, d'autres forces envoient de tous côtés vers nous leurs rayons. Les forces qui viennent vers la Terre et celles qui s'en échappent se rencontrent perpétuellement, il se forme en quelque sorte une limite. Celle-ci est la surface du globe.
Ce qui nous paraît être une surface n'est donc qu'une apparence. C'est la résultante des forces qui rayonnent en sens contraire, les unes provoquant l'arrêt des autres, précisément à la surface en question. Ce qui émane ainsi de la Terre est essentiellement provoqué par les trônes, les esprits du vouloir. Ces esprits font rayonner leurs forces dans toutes les directions. Celles qui proviennent de l'espace cosmique sont dues pour l'essentiel à certains esprits du mouvement. Ces forces-là viennent à nous, leur action rayonne vers la Terre. C'est donc ici que se rencontrent les deux genres de forces, la double action des trônes et des esprits du mouvement, dans laquelle ces derniers réfrènent l'activité des trônes, fait naître la surface du sol aux configurations les plus variées. La surface terrestre que vous voyez est ainsi la chose la moins vraie. Elle n'est qu'apparence extérieure. En réalité, ce qui est là résulte du jeu des forces et correspond en quelque sorte à un contrat entre esprit de la volonté et esprit du mouvement, pacte conclu de telle façon qu'il est cause des formes infiniment variées de la surface terrestre. Cela ne suffirait pas, toutefois, à ce que notre Terre puisse devenir une planète ayant justement l'aspect qu'elle a présentement. L'action antagoniste des esprits du vouloir et des esprits du mouvement n'y suffirait pas. Elle donnerait même quelque chose de tout différent. Si les esprits de la volonté agissant de l'intérieur de la Terre n'avaient comme partie adverse que les seuls esprits du mouvement, la Terre serait dans un état de perpétuelle fluidité, animée sans cesse de courants internes. Nulle part la planète ne pourrait être au repos. Elle ne serait certes pas liquide comme la mer actuelle dont les vagues se forment, déferlent et se reforment si facilement. Il y aurait bien des vagues, mais dans une masse plus épaisse. Pour que vous puissiez vous faire une idée de la façon dont les esprits du vouloir et les esprits du mouvement coopéraient à l'origine, je vais vous prier de me suivre sur la carte. Regardons les Alpes qui forment aujourd'hui une solide chaîne de montagnes, dont l'ossature rocheuse sépare au sud du massif la péninsule italienne des autres pays d'Europe. Comment cette chaîne de montagnes s'est-elle formée? Il fut un temps, dans un passé très lointain, où le massif des Alpes n'existait pas, mais où vers le nord et vers l'ouest des soulèvements anciens s'étaient déjà solidifiés. Des vagues visqueuses qui venaient du sud ont alors déferlé, de sorte que nous pouvons nous représenter la chose ainsi. En A, nous aurions le plateau de Bohême. Représentez-vous maintenant que du sud a été projetée une vague très puissante qui s'est séparée pour se répandre à droite contre le plateau de Bohême et à gauche contre le massif central français. Cette énorme vague a donc, en des temps très anciens, constitué le massif alpin. Cela se révèle relativement aisément à l'observation. Quiconque s'est trouvé un jour sur un sommet des Alpes d'où il a pu embrasser du regard les remarquables formes de la chaîne peut voir, même s'il ne le sait pas, ce que la science de l'esprit a établi depuis longtemps et que même la géologie admet à notre époque. Cette extraordinaire succession de vagues qui s'est formée au temps où la masse originelle de la Terre était encore pâteuse. Aujourd'hui encore, la Terre prendrait forme de cette manière si une autre action n'était pas intervenue, celle des esprits de la forme. Elle est extraordinairement persistante et s'exerce en se mêlant aux forces du vouloir et du mouvement sur toute la surface de la Terre. Vous pouvez donc vous représenter les esprits de la forme dansant en quelque sorte sur ces vagues, apaisant la masse mouvante et la moulant en forme, si bien que trois sortes de forces agissent ensemble. Elles procèdent d'entités de nature différente. Vous voyez opérer d'une part les esprits de la forme, dont l'influence s'exerce aussi bien de bas en haut que de haut en bas,
aussi bien dans la sphère des esprits de la volonté que dans celle des esprits du mouvement. Au-dessus d'eux sont les esprits du mouvement, en dessous les esprits de la volonté. Dans ce qui sur la Terre ressemble extérieurement à l'élément fluide, non pas à l'eau dans son état actuel, il est vrai, mais à l'ancien élément fluide immobilisé par les esprits de la forme, nous devons voir la manifestation la plus extérieure des esprits du vouloir ou trône. Mais à leur action se mêle toujours un autre élément. Les chérubins et les séraphins leur viennent en aide, pourrions-nous dire. Les chérubins apportent cette aide par l'élément de l'air, par tout ce qui imprègne de substance aérienne l'apparente matière terrestre. L'air, ce n'est en somme qu'une illusion, derrière laquelle se trouvent les puissantes entités que nous appelons chérubins. Quant aux séraphins, ils opèrent dans ce que nous nommons chaleur. Ils sont derrière tout ce qui peut exister en matière de chaleur. Nous voyons là ce que provoque dans notre planète un rayonnement vers le dehors à partir de son point central. Nous pouvons donc dire, notre planète est agencée de telle sorte que de son point central agissent les esprits de la volonté ou trône, les chérubins, les séraphins. Nous devons nous représenter notre planète de la façon suivante. Là où se trouve la limite de l'air et de la chaleur, car l'océan atmosphérique fait partie de la planète tout autant que l'eau et la terre ferme, il se forme pour ainsi dire une surface. Les esprits de la forme dansent littéralement sur les vagues de cette surface, les amenant à prendre forme. Si ces esprits ont été ainsi nommés, c'est justement parce qu'ils immobilisent l'élément visqueux. Derrière eux se trouvent les esprits du mouvement. Dans leur élément se mêlent aussi ceux que nous nommons esprits de la sagesse. Ainsi, lorsque nous regardons vers le centre de notre planète, nous pouvons dire qu'il y a là de sublimes entités. Les trônes, les chérubins, les séraphins. Si nous regardons vers le dehors, nous voyons tout d'abord à travers la sphère des esprits de la forme, qui imprègnent de leur élément l'air et la chaleur, les esprits du mouvement et les esprits de la sagesse. Toutes les forces de la nature, tous les phénomènes qui se manifestent dans l'environnement de notre Terre quand le regard s'élève vers les hauteurs du ciel, nous devons les attribuer pour l'essentiel à la deuxième hiérarchie. Tout ce qui se voit dans les profondeurs de la Terre quand on y plonge le regard, nous l'attribuerons aux entités que nous avons appelées la troisième hiérarchie. La deuxième et la troisième hiérarchie, par leur activité singulièrement concurrente, confèrent à notre environnement sa configuration. Les trois éléments, eau, air et feu, étant, nous l'avons dit, en rapport avec les esprits de la volonté, les chérubins et les séraphins, quel est donc l'élément par lequel se manifestent les esprits de la forme? Ce sont les entités les plus proches de nous, celles qui dansent sur la surface où nous sommes, où nous vivons, où nous agissons. Elles viennent vers nous de l'espace cosmique, mais leur force se déploie dans ce qui s'élève de la Terre. Pour notre observation, elles sont concentrées dans ce que nous appelons les rayons du soleil. Les esprits de la forme vivent et agissent donc d'abord dans l'élément de la lumière. Toutefois, c'est parce que les effets de la lumière, avec tout ce qu'il comporte, s'exercent à la frontière où les esprits du mouvement et les esprits de la volonté agissent de concert, que les formes solides sont engendrées. L'être humain n'a tout d'abord aucun organe qui lui permette de voir ce qui se trouve derrière les forces de la lumière, que nous appelons aussi esprit de la forme. Aucun organe qui lui permette de percevoir ce qui est contenu dans la lumière.
tout ce qui, dans le terrestre, commande les dissociations et les combinaisons des substances, agissant en tant que force du chimisme, se trouve ici encore intimement mêlé à la lumière. Et c'est essentiellement le terrain où les esprits de la forme sont actifs. Lorsque l'être humain apprend à percevoir quelque chose au-delà de cette maya qu'il voit d'ordinaire sous forme de la chimie analytique et synthétique, il entend ces esprits du mouvement. Il perçoit la musique des sphères, qu'évoquait l'école pythagoricienne et d'autres écoles occultes. C'est cela aussi que Goethe décrit lorsqu'au lieu de parler du soleil comme d'une source de lumière, il dit « Au cœur des fraternelles sphères, le soleil résonne sans fin, et son pas, grondant de tonnerre, accomplit l'antique chemin. » Note de l'éditeur. Cette citation de Goethe est extraite du Faust I, prologue au ciel, traduction de Jean Malaparte, Flammarion, 1984. Fin de la note de l'éditeur. Cette musique des sphères est toujours là, mais dans l'état de conscience ordinaire, on ne l'entend pas. Elle est réelle, cette harmonie cosmique, et vient du dehors vers tous les êtres humains comme un effet de l'astral. Seulement les êtres humains ne l'entendent pas. S'il y avait, en ce qui la concerne, l'alternance qui existe pour la lumière, on ne la voit plus qu'en vient la nuit, on entendrait aussi par moments cette musique des sphères. Mais elle résonne de jour comme de nuit. C'est pourquoi l'on ne peut l'entendre que lorsque l'on passe par un certain entraînement, un certain développement occulte. Alors que la lumière vient vers nous de jour en tant que lumière, mais de nuit n'agit que comme lumière reçue et absorbée, la musique des sphères résonne jour et nuit. Il en est dans ce cas de l'homme comme il en est du meunier. Il n'entend son moulin que lorsqu'il s'arrête. Il y a en outre les esprits de la sagesse qui envoient du dehors leur influence vers nous. Celles-ci se mêlent à l'activité de la lumière et à l'harmonie des sphères qui imprègnent l'espace. C'est l'éther cosmique qui apporte la vie sur la Terre. La vie venant de l'espace cosmique coule à flot sur terre et les êtres s'en emparent. Elle vient des esprits de la sagesse. Notre regard va ainsi vers des lointains cosmiques et s'élève d'abord vers le Soleil, dans lequel ses forces sont concentrées pour nous. Nous voyons venir de l'espace la vie déferlante, le son agissant, la lumière modelante, la triade de la deuxième hiérarchie. D'en bas afflue vers nous la plus haute des hiérarchies, les séraphins, chérubins et trônes. Englobée dans toute cette activité sur toute la terre, la première hiérarchie agit surtout à l'intérieur des êtres. Ce sont d'abord les archées, opérant comme esprits du temps. Ces esprits élaborent ce qui leur a été préparé par les entités hiérarchiques plus élevées. Ils sont à l'origine de ce que nous appelons l'histoire de l'humanité, l'évolution des civilisations sur la Terre. Viennent ensuite, dans leur entourage terrestre, les archanges, les esprits des ethnies, et enfin ces intermédiaires entre l'individu humain et les archanges que sont les anges. On peut donc dire que les entités de la troisième hiérarchie se répandent dans les forces naturelles existant sur notre planète, dans la terre, l'eau, l'air et le feu, et que leur action est opposée à celle des esprits de la forme venant de l'extérieur. De l'extérieur affluent vers nous les entités de la deuxième hiérarchie. Dans l'entourage de la Terre sont celles de la première hiérarchie qui, en quelque sorte, est provisoirement celle dont les forces sont les moins grandes. Imaginez les forces prodigieuses que possèdent les sublimes entités que nous appelons esprits de la volonté, eux qui burinent à proprement parler le sol sur lequel nous marchons.
Nous avons ensuite les forces qui viennent affluer du dehors, dont celles qui sont les moins éloignées de nous, les esprits de la forme, sculptent et modèlent les masses. Enfin, nous avons ce qui agit dans l'intimité de l'âme humaine et que nous nommons ange, archange et arché. Dans la troisième hiérarchie résident ainsi les forces de la nature qui sont les plus puissantes, forces souterraines qui sont celles du solide terrestre. Dans la deuxième hiérarchie sont les forces qui vivent et s'activent autour de nous, dans l'élément éthérique. Et la première hiérarchie nous pénètre intimement de sa vie et de son activité. Quand nous nous représentons comment ces trois hiérarchies conjuguent leurs efforts, comment elles s'activent dans notre planète terrestre, comment elles lui donnent forme dans le sein maternel du cosmos, nous pouvons avoir une idée de ce qui fut nécessaire pour que cette Terre puisse exister. La Terre a dû passer par différentes incarnations avant de pouvoir devenir une Terre. L'état saturnien, l'état solaire, puis lunaire. Si vous lisez les descriptions dans la chronique de l'Akasha et dans la science de l'occulte, vous verrez que ces différentes entités spirituelles ont déjà collaboré durant les anciennes incarnations planétaires, bien que cette coopération ait été différente de ce qu'elle est aujourd'hui. À chaque nouvelle incarnation, la convergence d'activité de ces entités a pris un autre aspect. Cela parce que chacun de ces états, Saturne, Soleil, Lune, correspondait à une certaine tâche que ces êtres hiérarchiques s'étaient imposée. Nous sommes tout à fait en droit de dire que chacun des états par lesquels la Terre a passé, ainsi que ceux par lesquels elle passera encore, ont correspondu et correspondront à une mission particulière dans l'évolution cosmique. Or, il est fort difficile de préciser quelle a été la mission des anciennes époques de Saturne, du Soleil et de la Lune, parce que tous les concepts sont à modifier en passant d'un état planétaire à l'autre. La difficulté vient de ce qu'il faut tout d'abord caractériser la mission de notre Terre d'une manière très abstraite. Pour s'en faire une représentation, le mieux est de se rappeler comment sont constituées les différentes forces qui se manifestent dans l'espace cosmique. Vous avez, en considérant la vie de l'âme, l'intériorité de l'être humain, le penser, le sentir et le vouloir. Considérant ensuite ses enveloppes ou ce qui est extérieur dans sa nature, vous avez le corps physique, le corps éthérique et le corps astral. De sorte que si vous faites tout d'abord abstraction du je, vous pouvez regarder l'être humain actuel comme une sorte de tissu composé des corps physiques, éthériques et astral, où ont été insérés, comme dans un vêtement extérieur, volonté, sentiment et pensée. Or, chacune de ces forces de l'être humain, aussi bien extérieure qu'intérieure, est en rapport avec l'une des missions liées aux incarnations antérieures de la Terre. Prenons par exemple la mission de Saturne. Pour vous faire une idée approximative de ce qu'était cette mission, dites-vous qu'elle se rapportait à ce qui est corps physique humain d'une part et volonté humaine de l'autre. Il faut donc comprendre que sans l'incarnation planétaire saturnienne, aussi bien la volonté de l'être humain que son corps physique ne seraient constitués comme ils le sont présentement. L'être humain doit à l'ancien Saturne ce qu'il possède en fait de vouloir et de corps physique. Qu'il lui doive son corps physique, nous le savons par la chronique de l'Akasha. Mais en outre, chacun des états antérieurs continue d'agir dans ce qui en résulte ultérieurement. C'est pourquoi l'action rémanente de l'élément saturnien est à l'origine du vouloir, tel qu'il s'exprime actuellement. Il en résulte que dans l'être intérieur de l'être humain, son entité se manifeste sous forme de volonté. Vous aurez une idée de la mission de l'état solaire si vous pensez au corps éthérique en le rapprochant du sentiment.
Vous savez déjà que le corps éthérique remonte à l'ancien Soleil. Mais l'effet rémanent est tel que l'être humain a pu développer par la suite les forces du sentir dans son intériorité. Et enfin, quand on considère l'état lunaire, on constate que le corps astral de l'être humain et son pensée sont en rapport avec lui. Ainsi, nous pouvons dire, pour que ces forces extérieures et intérieures de l'être humain, corps physique, corps éthérique, corps astral, volonté, sentiment et pensée, aient pu devenir telles que nous les possédons aujourd'hui, sous forme de vie extérieure et de vie intérieure, 3 missions cosmiques successives ont donc été nécessaires. Et les entités des hiérarchies que nous avons désignées, il leur aura fallu organiser chaque fois une action concertée et spécifique pour que s'accomplisse la mission des 3 incarnations successives de notre Terre et que puisse être conféré à l'être humain ce qui s'exprime dans sa constitution actuelle. Ainsi, la mission de l'ancien Saturne dut être accomplie, sans quoi ni le corps physique ni le vouloir n'auraient été implantés en l'être humain. La mission du Soleil dut être accomplie, sans quoi l'être humain n'aurait pu recevoir ni le corps éthérique ni le sentir. Et enfin, la mission de la Lune dut être accomplie, sans quoi il n'aurait pu avoir ni un corps astral, ni ce que nous appelons la force pensante. Chacune des 3 incarnations antérieures de notre planète est donc spécialement consacrée à l'un des éléments dominants de notre entité personnelle propre, de notre, entre guillemets, je. Car c'est effectivement une réalité, le corps extérieur physique, qui est issu de l'être saturnien des esprits de la volonté, ne représente pas autre chose que la volonté vue de l'extérieur. En nous, la volonté agit du dedans, dans la vie intérieure. Je choisis très exactement mes mots. Ils correspondent tout à fait à la nature des choses et n'ont rien de fantasmagorique. Vous pouvez en tirer tout un enseignement. La Terre a passé par la période solaire, d'une part, afin que le corps éthérique soit fondé sous l'influence des esprits de la sagesse, et d'autre part, pour que sous l'effet de l'élément de la sagesse qui continue d'agir, soit mis en place le sentiment, c'est-à-dire ce qui reflète la sagesse intérieure. Et ce qui fut la mission de la Lune est de façons analogues en rapport avec le corps astral et avec le pensée. Demandons-nous à présent quelle mission ont choisi les esprits agissant essentiellement sur la Terre, les esprits qui forment la Terre, les esprits de la forme. Disons d'abord ceci. Les esprits qui ont surtout travaillé sur Saturne, esprit de la volonté ou trône, eurent la mission d'y introduire l'élément qui se révélerait ultérieurement, durant l'évolution terrestre dans la volonté. Telle était la grande mission de Saturne, inoculer la volonté, implanter les forces du vouloir. Et lorsque nous pensons à cela, nous ressentons une grande vénération, un profond respect à l'égard des puissances cosmiques dirigeantes. Nous apprenons à estimer leur œuvre à sa vraie valeur lorsque nous voyons avec combien d'art fut élaboré ce tissu de la volonté extérieure, qui vit dans le corps physique, et de la volonté intérieure pour lequel il a fallu toute une mission planétaire. Le monde entier des hiérarchies a dû faire apparaître et ensuite disparaître une planète pour que puisse exister en nous cette relation, cette trame unissant l'élément de volonté extérieure et intérieure. Il a fallu de même qu'apparaisse l'ancien soleil pour que puisse naître le corps éthérique et l'élément sentiment, l'élément de sagesse intérieure. Pour ce qui se reflète dans notre pensée, dans notre astralité, sous forme d'éléments pensants intérieurs, il a fallu la mission de l'ancienne lune. Quelle est donc la mission des esprits de la forme? Quelle est la mission de la Terre proprement dite?
Si l'on rattache à la mission de Saturne l'imprégnation en nous de la volonté, à la mission solaire principalement l'imprégnation de l'élément sentant, à la mission lunaire principalement celle de l'élément pensant, ces trois éléments étant dans le corps astral de l'être humain, il faut attribuer à la planète Terre la mission de réaliser le parfait équilibre de ces trois éléments, de les harmoniser, alors que chacun d'eux avait été prépondérant durant un des états antérieurs de notre planète, chacun ayant exercé une sorte d'hégémonie dans une incarnation planétaire. Il s'agit donc d'assurer leur coopération et en même temps l'équilibre de l'un par rapport aux deux autres. Voilà la mission de notre Terre. Apaiser la lutte entre les éléments en question en les amenant à trouver un juste rapport d'équilibre entre eux. C'est la mission de la Terre. L'être humain est impliqué dans cette mission car il doit tout d'abord construire l'équilibre entre le penser, le sentir et le vouloir au sein de sa propre vie intérieure. Sous ce rapport, il était effectivement aux origines de la Terre un tissu informe de pensée, de sentiments et de volonté. Même chez l'être humain d'aujourd'hui, l'équilibre intérieur est loin d'être établi. Il y a souvent en lui un manque d'harmonie, du désordre, comme peut le constater quiconque se connaît tant soit peu. L'être humain est appelé à faire régner cet équilibre en son fort intérieur, grâce à quoi il pourra faire rayonner de lui et communiquer à la Terre ce qui correspond pour elle à cet équilibre. Une figure a toujours représenté cette mission de façon particulière dans le symbolisme occulte. De toutes les figures géométriques, aucune ne représente avec plus d'exactitude que le triangle équilatéral des activités se faisant équilibre. Rien qu'en dessinant la figure, vous trouvez ces trois côtés égaux, ces trois angles égaux. Chaque sommet est à égale distance des deux autres, et tous à égale distance du centre. Le centre d'un triangle équilatéral est le symbole parfait d'activité se faisant équilibre, de sorte que l'occultiste peut voir dans ce triangle l'image d'une coopération parfaitement équilibrée entre des forces dont chacune a exercé son hégémonie au cours des trois incarnations antérieures de notre Terre. L'action du je dans l'être humain ne signifie pas autre chose que la création, dans la nature humaine, d'un point central actif à partir duquel peut se préparer cet état d'équilibre. En fait, l'être humain est donc appelé à de grandes choses sur la Terre, à savoir équilibrer de l'intérieur et par son être tout entier des forces qui, dans le passé, ont été prépondérantes de diverses façons et à différentes époques. Au premier abord, la définition de la mission terrestre est bien abstraite, et pourtant elle consiste précisément en ce que nous avons dit. Le secret qui s'exprime ainsi, c'est que par la coopération, par l'équilibre des trois forces, notre vie intérieure est effectivement créatrice d'un élément nouveau. En vérité, un quatrième élément s'ajoute par là même aux trois précédents, et ce quatrième élément est l'élément de l'amour. L'amour ne peut se développer dans les rouages de l'univers que lorsqu'un parfait équilibre s'instaure entre trois forces qui, l'une après l'autre, ont exercé alternativement leur hégémonie dans le passé. Nous aurons à y revenir. Acceptez-en donc provisoirement la caractérisation abstraite. Notre planète est donc la planète de l'amour. Et c'est pourquoi, pourrait-on dire, l'équilibre entre les trois forces agissant de façon concurrente est par son résultat un effet de l'amour. Les effets de l'amour devront se mêler à la trame de l'évolution tout entière au cours des incarnations planétaires futures, grâce justement à la mission terrestre. Par là même, ce qui était triple deviendra quadruple. Le quatrième élément
commence à son niveau inférieur, pour ainsi dire sous la forme la plus basse de l'amour. Il sera purifié, épuré au point qu'il apparaisse à la fin de l'évolution terrestre tout entière, comme étant l'élément tout aussi justifié que les trois autres. La mission de réaliser l'équilibre signifie au fond, pour notre planète, changer le 3 en 4. Aussi ces mots servent-ils généralement à désigner en occultisme le mystère de l'existence terrestre. Certes, le quatrième élément est encore très imparfait de nos jours, mais après que la Terre aura rempli sa mission, il brillera d'un éclat tout aussi lumineux que le triangle sacré qui éclaire notre chemin lorsque, en état d'équilibre, il constitue le plus haut symbole de notre idéal terrestre compte tenu du passé de la Terre. La convergence d'activité des éléments pensée, sentiment et volonté est d'abord à l'intérieur de l'être humain, tel que cet être intérieur proprement dit devienne substance d'amour. Voilà ce que l'existence terrestre a de véritablement productif, c'est sa productivité intérieure. On doit donc aussi appeler esprit de l'amour l'ensemble des esprits de la forme, parce qu'ils ont justement pour mission d'équilibrer les trois états antérieurs. En considérant de cette façon l'existence terrestre, nous avons caractérisé d'abord la volonté, le sentiment, la pensée et l'action de l'amour comme extérieure à notre planète Terre, et nous avons pu désigner l'inoculation, l'imprégnation de l'amour, qui est le résultat de l'équilibre, comme étant la tâche particulière des esprits de la forme. En cela consiste donc la mission de la Terre dans son ensemble. Pour que naisse cette force d'amour qui doit imprégner la Terre, il faut que s'unissent et se conjuguent tous les efforts des hiérarchies inférieures que nous avons évoqués. Nous avons commencé précédemment à caractériser le réseau d'amour qui doit être tissé, pour ainsi dire, et cela de telle façon que les fibres principales y soient introduites par les esprits normaux de la forme, car cela correspond à leur mission essentielle. Puis les esprits anormaux de la forme, qui sont en réalité des esprits du mouvement, y ajoutent ce qui donne naissance aux races. Les esprits du temps, normaux et anormaux, contribuent par le tissage de tout ce qui est d'évolution historique. Les archanges d'évolution normale et anormale y provoquent l'évolution des ethnies et des langues. Et enfin, les entités qui mettent l'être humain à sa vraie place sur la Terre interviennent à leur tour. Voilà comment est tissé ce prodigieux réseau d'amour. Mais le réseau d'amour qui s'élabore, la mission de la Terre à proprement parler, on ne peut le percevoir sur la Terre que reflété dans la Maya. La première région supérieure au monde physique où l'on puisse voir ce réseau, c'est le monde astral. Mais il faut s'élever du monde astral à celui des Vachans, inférieur et supérieur, pour qu'on puisse voir de plus en plus clairement le travail des hiérarchies engendrant les réalités qui sont sous-jacentes à notre Maya extérieur. On voit alors le tissage en train de s'effectuer. Lorsqu'on ne parvient que jusqu'au monde astral, on ne voit pas encore, il est vrai, les entités qui travaillent surtout du dedans, c'est-à-dire les esprits de la volonté, les chérubins et les séraphins. Pour trouver ces esprits au travail, il faut que le regard clairvoyant atteigne des mondes encore plus élevés. Dès le monde astral, pourtant, nous trouvons ceux que nous avons appelés les esprits anormaux de la forme, ceux qui auraient dû opérer de l'extérieur si leur évolution avait été normale. Nous avons vu que les esprits de la deuxième hiérarchie doivent tisser du dehors. Mais ici, nous les voyons travailler au réseau du dedans. On peut donc dire qu'à ce réseau auquel
du dehors travaillent les esprits du mouvement, les esprits de la forme et les esprits de la sagesse, et du dedans les esprits de la volonté, les séraphins et les chérubins, d'autres entités qui, à vrai dire, devraient travailler du dehors, s'activent elles aussi du dedans. Mais elles travaillent sous la surface, un peu à la manière du ver à soie filant son cocon. Ce que l'on voit d'abord dans le monde astral est intérieur. Ces curieux esprits du mouvement, qui sont des esprits déplacés, déchus, sont les premiers qui soient visibles parmi les entités qui viennent et opèrent dans l'atmosphère spirituelle de la Terre. Ces entités spirituelles, qu'on voit d'abord sur le plan astral, avant même de voir celles qui normalement y apparaissent, les êtres angéliques ou angeloi, sont en réalité malgré tout des esprits tentateurs pour la vision clairvoyante, et cela bien qu'elle soit profondément indispensable à l'existence des races. Chacun de ces esprits a de nombreux subordonnés engendrés par lui-même, et ces esprits déchus sont entourés d'une foule d'entités spirituelles qui leur sont toujours hiérarchiquement inférieures. Note de l'éditeur. Pour plus de détails, prendre connaissance des conférences des 3 et 4 avril 1912 dans le cycle de conférences « Les entités spirituelles dans les corps célestes et les règnes de la nature ». Fin de la note de l'éditeur. Les esprits les plus élevés ont eux aussi des entités qui leur sont subordonnées. Ce sont les ondines pour les esprits de la volonté, les sylphes pour les chérubins et les salamandres pour les séraphins. Mais les esprits anormaux de la forme dont je parle, qui sont en réalité des esprits du mouvement et qui apparaissent sur le plan astral comme des sortes d'êtres spirituels hideux, ont également leurs subordonnés. Ces esprits vivent et opèrent dans ce qui fait naître les races humaines, ce qui donc est en rapport en l'être humain avec l'élément particulièrement lié à la terre, et qui concerne la reproduction et tout ce qui s'ensuit. Ces entités, ce domaine en général, font partie de ce que le monde astral a de plus bizarre et de plus dangereux. Et c'est malheureusement celui que peuvent découvrir le plus facilement ceux qui parviennent par un mauvais chemin à la clairvoyance. C'est le moment d'en parler. Ce qui se voit le plus facilement, c'est la foule des esprits chargés de perpétuer les races et de ceux qui les servent. Plus d'un qui a pénétré prématurément et par une voie erronée dans le domaine occulte a dû chèrement payer le fait. La horde de ces entités spirituelles s'est montrée à lui, sans que soit intervenue l'influence harmonisante d'autres êtres spirituels. Nous avons ainsi pu jeter une lumière dans l'atelier où se file et se tisse la réalité, qui ourdit le réseau sur lequel se fonde le monde psychique humain proprement dit. Ce fondement qui se manifeste dans l'origine des races, des ethnies et ainsi de suite, nous en poursuivrons l'étude dans la prochaine conférence. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soesprit.info, menu podcast. À bientôt.